Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Aujourd'hui, je vais vous parler de Une infinité de jours et de nuits par la grande Moto Hagio. C'est d'après le roman de Ryu Mitsuse, qui est apparemment un grand auteur de science-fiction japonais. J'apprends un peu parce qu'on m'a dit que c'était pas forcément un Moto Hagio très facile d'accès. Donc il est sorti presque un an après sa parution, et un peu reporté. Mais il y a pas longtemps, j'ai lu le fantastique catalogue d'exposition, je le mets comme ça pour que vous puissiez mieux le voir, qui a été réalisé lorsque une exposition rétrospective sur la carrière de Moto Hagio a été organisée et faite au Festival de Angoulême. J'ai pas pu m'y rendre, mais j'ai pu acheter de loin le catalogue d'exposition qui comporte les textes et les pages de l'exposition, qui avait l'air vraiment passionnante. En tout cas, le catalogue m'a passionné et ça m'a redonné une soif de Moto Hagio. Donc je me suis dit, en plus j'ai pu mieux contextualiser l'œuvre Une infinité de jours et de nuits. Donc je me suis dit, c'est le moment de me plonger dans cette lecture. Sachant que déjà j'avais adoré Le Clan des Pots et Barbara l'Entre-deux-mondes, qui sont les deux autres récits de Moto Hagio qui sont parus dans la collection Héritage de Hakata. Le Clan des Pots, ça parle plus de vampires, mais Barbara, c'était aussi un récit de science-fiction, mais qui n'est pas forcément pareil facile d'accès, où j'avais mis vraiment une partie du tome 1 à comprendre les tournants et aboutissants et quel peu d'œuvre c'était. Et au final, j'ai vraiment trouvé ça totalement génial. Il faudrait que je relise parce que ça pourrait vraiment devenir mon Moto Hagio préféré pour le moment. Je pense que de ce que j'ai compris, Moto Hagio, quand elle va dans la SF, c'est pas toujours le plus simple à adhérer, à voir les concepts, à suivre sa narration. Mais quand on est dedans, ça c'est le mérite et ça vaut le coup. Et du coup, je suis très content d'avoir lu Une infinité de jours et de nuits après le catalogue pour avoir pleinement pu profiter de ma lecture. Une infinité de jours et de nuits. De quoi ça parle? C'est un récit un peu cosmique où on va voyager à travers le temps et on va suivre au début. Donc on va entrer dans l'histoire au travers de Platon, qui est un philosophe grec, qui va vouloir chercher comment l'Atlantide et sa civilisation a pu disparaître. Au travers de ses recherches, on va le voir un peu faire une sorte de bond dans le temps, de bond métaphysique, où il va être en fait téléporté en plein Atlantide, où c'est lui un petit peu le guide du peuple, qui est face au dieu Poséidon, et on va voir, voilà, le dieu Poséidon qui est ici, et on va voir un peu la fin de l'Atlantide, comment la fin arrive, qui est un petit peu décrétée par les dieux, alors que les humains vont vouloir ils vont pas accepter une décision imposée par les dieux, et ils vont essayer de se rebeller. Et cette rébellion va être le point de départ de toute une discorde dans l'ordre établi. Ce qui était prévu pour les dieux ne va pas se passer. Ça va pas se passer comme pour eux. C'était une expérience qui va échouer. Et l'humanité va devoir lutter face à l'ordre établi par les dieux. Et à partir de là, on va voir du coup ce personnage-là, qui est autant Platon que cette sorte de guide qui est appelé Europa, va devoir un petit peu partir à la recherche d'une sorte de vérité, une sorte de longue quête pour la vérité, pour voir mais qu'est-ce que veulent les dieux, etc. On va suivre dès le chapitre 2 Siddhartha, d'accord, donc encore des références mythologiques mais en même temps historiques, Platon, l'Atlantide, Siddhartha, on va tout de suite voir aussi les références avec le bouddhisme et en même temps avec un lien avec l'histoire de l'Inde. Et en fait, la difficulté qui peut être de ce récit, c'est que on va faire des bonds dans le temps, on va sauter d'un personnage à un autre, et en fait, les fils vont se recoudre petit à petit, et on va voir une sorte de grande épopée de science-fiction très graphique, magnifique visuellement, avec plein de péripéties, plein d'événements, voilà, des images cosmiques, des dieux de tous bords, des références aux croyances, à différentes croyances du monde, à différentes mythologies, et qui vont se mixer petit à petit, se tisser pour arriver à un propos qui va être très intéressant, très profond, et en même temps à une histoire qui va s'étendre dans le temps et une sorte de bataille de l'humanité et pour être libre et indépendante au fil de la vie dans l'univers. Et ça en fait un récit assez complexe, mais au final, si on se plonge dedans et si on reste ouvert à tout ce qui nous arrive, en n'essayant pas de se poser trop de questions au début, en laissant guider et couler l'histoire sur nous,
eh bien, on a vraiment une grande fresque qui est aussi prenante que passionnante, avec des idées visuelles totalement folles, je trouve, où Moto Hagio arrive à retranscrire autant l'humain que l'infini, autant la psyché des personnages que les grandes batailles, quelque chose d'épique. Et comme ici, regardez là, on a vraiment un mix entre des batailles épiques et quelque chose de vraiment de l'ordre de la science-fiction. Et le mélange se tient parfaitement. Alors pour resituer l'œuvre, c'est du coup la première incursion, il me semble, de Moto Hagio dans un récit long de science-fiction. Et elle l'a fait dans un magazine de prépublication shonen. C'est sa seule œuvre longue dans shonen. Et en fait, elle a un peu épaissi son trait, d'après ce qu'elle dit en interview, mais son trait ne change pas forcément de ce que je connais de l'autrice dans son trait de cette époque-là. Elle avait un trait, regardez là, les rendus sur les perspectives, les personnages dans les décors, les effluves et les costumes, et là les rendus de l'herbe et les mouvements des personnages dans l'herbe, tout est grandiose. Et en plus, c'est vraiment extrêmement bien édité par Akata. Je comprends mieux pourquoi ils mettent autant de temps à sortir les ouvrages de la collection Héritage, parce qu'ils mettent un grand soin à chaque tome, avec ici du coup presque 500 pages, et une couverture qui est très très belle, beaucoup de pages couleurs au début. Ils ont vraiment essayé de chercher à remettre toutes les pages couleurs, qui sont vraiment très très belles. Et je vous invite, une fois que vous les avez lues, à revenir dessus. On les voit d'une autre manière une fois qu'on a tout lu. Tout un premier chapitre en bichromie, qui est vraiment un très beau rendu. Et à la fin, toute une interview de Moto Hagio qui a été faite le 21 mai 2022, qui a été faite, il me semble, par édition Akata, ainsi que une chronologie relative à une infinité de jours et de nuits, pour resituer un peu l'histoire éditoriale de cette œuvre, et des croquis, mais aussi des réflexions de Moto Hagio sur son œuvre, mais aussi de Ryu Mitsune, qui est l'écrivain à l'origine de cette histoire. Et ça profite vraiment bien à contextualiser et mieux comprendre une œuvre qui, mine de rien, a vieilli et qui n'est pas hyper évidente à comprendre et à recevoir de la meilleure des manières. On va voir, en fait, parce que j'ai juste introduit le début de l'histoire, hein, mais en fait, on va voir du coup, au fil des époques, plusieurs personnages se poser des questions, dont Siddhartha, Platon, mais qui va être appelé d'une autre manière ensuite. Et l'histoire va avoir un premier virage quand Siddhartha va rencontrer Asura. Asura, du coup, qui est un peu vu comme autant comme un symbole de résistance, mais aussi qui peut être montré du doigt par les dieux comme le danger suprême. Et en fait, l'histoire va réutiliser habilement plusieurs choses de différentes religions, de différentes mythologies, que ce soit du bouddhisme, de la chrétienté, etc., pour faire une histoire avec, on va voir autant Jésus que Judas, que Asura, etc. Et on va voir une sorte de lutte de l'humanité pour son libre arbitre, pour son droit. Et ça donne vraiment une fresque qui mélange plein de genres, qui mélange beaucoup de psychologie, de réflexion philosophique sur les croyances, l'univers, qui mêle autant la science que les religions, et avec des combats, vous pouvez voir là, assez épiques, et une sorte de drame mythologique. On retrouve un peu la dramaturgie des grands récits un peu de survie de l'humanité, avec des scènes vraiment où l'autrice joue parfaitement avec différents types de science-fiction. Et ça donne en effet une lecture pas forcément facile d'accès, qui peut aboutir vers une fin, à mon avis, qui peut diviser, mais moi j'ai vraiment trouvé cette fin aussi passionnante dans ce qu'elle veut dire, et en même temps très très belle dans cette sorte d'aboutissement du voyage. Je pense que c'est un récit que tout le monde peut recevoir d'une manière différente, qui a plein de degrés de lecture, et qui au final, mine de rien, assez simple, assez facile à lire. Les pages se découlent à toute vitesse, on a vraiment envie de savoir où on va. À quelques moments, on est un peu perdu, hein, parce que quand on fait des bonds dans le temps, quand les personnages changent un peu d'apparence, on se dit attends, c'est vraiment ce personnage-là, etc. Mais tout se recoupe au final, et ça donne un récit assez complet et assez impressionnant. C'est un peu dommage parce qu'il est sorti un peu de manière très discrète, et il a pas été beaucoup, je pense, le acheté ni lu, alors qu'au final, il aurait pu, je pense, permettre à Moto Hagio d'être découvert par un plus large public. Et je pense que c'est un récit que je vais relire comme les autres, comme Barbara ou Le Clan des Pots,
avec beaucoup de plaisir. Je pense que ces œuvres-là, on les découvre d'une certaine manière, mais une fois qu'on les a découvertes, on va les relire avec un autre regard. Et voilà, donc c'est peut-être pour l'instant, bon, j'ai envie de dire ça de Barbara ou le Clan des Pots aussi, mais mon Moto Hagio préféré, mais en tout cas c'est vraiment une de mes lectures préférées de ces derniers mois et qui me restera beaucoup, que ce soit pour le travail visuel de l'autrice ou pour cette expérience de narrative à travers le temps et de science-fiction qui va un peu au bout des choses, et je trouve qu'on n'a pas assez souvent ce genre de proposition. Après, je recommanderais pas forcément à tout le monde, il faut vraiment adhérer à une narration qui peut être un petit peu ancienne, au dessin de l'autrice, que moi je trouve magnifique, mais je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Mais ça peut être lu aussi, je pense, par des lecteurs de bande dessinée qui aiment la SF des années 70. C'est pas forcément une œuvre à réserver uniquement aux fans de manga vintage ou de shoujo ou de Moto Hagio. Ça peut vraiment être un récit qui peut être apprécié par plein de gens, fans de science-fiction, de BD, etc. Voilà, c'est une œuvre à découvrir. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.